Bonjour chers auditeurs et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Le Café Solidaire. Aujourd'hui nous allons recevoir Anne, qui est bien investie dans le milieu associatif et principalement, comme Bernard dans l'épisode précédent, dans le secteur de la personne porteuse d'un handicap. Bonjour Anne, bienvenue ici à la Cadrine. Bonjour Gauthier. Alors c'est un bâtiment que tu connais, tu es venu d'ailleurs à l'inauguration. Oui. Donc ça c'était une bonne chose, une belle journée. Hein. C'est lié de remonter à la colline de Cligneval. Ouais. Tout à fait. Voilà Anne, explique-nous peut-être un peu ton parcours, d'où tu viens, qui es-tu en tant que dame d'abord. Eh bien, donc je m'appelle Anne. Je suis issue d'une famille nombreuse. On était 8 enfants, plus un enfant en famille d'accueil. Donc en fait, on est 9. On était 9. Et on vivait du côté nord de la périphérie de Bruxelles. Donc en fait, juste du côté de la Flandre. Ce qui n'a posé aucun problème beaucoup d'années. Puis dans les années 60, c'est devenu compliqué avec les problèmes linguistiques. Et donc, à cette époque-là, nos parents qui avaient une maison ici à Wanneranval, donc au-dessus de Stavelot, une maison de vacances, on s'est tous domiciliés à Trois-Ponts pour pouvoir être enregistrés en Belgique comme francophones et pas comme néerlandophones. Ça, c'est pour la petite histoire belge. Et wallon du coup. Et wallon du coup. Donc, par exemple, mon permis de conduire, eh bien, il est de Trois-Ponts, mais il date, hein. Ça date, évidemment. Et tu as toujours un vieux permis de conduire? Non, j'ai changé il y a quelques semaines parce qu'on m'a dit qu'on pouvait plus c'est dire dommage, ça. C'est dommage, parce qu'il avait toute une histoire. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est vraiment une histoire belge. Et donc, toute notre enfance, on est venu à Stavelot et Wanneranval en vacances et les longs congés. Et donc, on était autant d'ici que de là-bas. C'est ça. Et on est venu, quand je me suis mariée, on est venu s'installer à Stavelot. Parce que mon mari Bernard avait trouvé un travail à Spa, à l'école de langue. Et donc, on est venu s'installer à Trois-Ponts, à Stavelot. Et comme moi, j'ai un diplôme d'infirmier et que j'ai toujours travaillé en soins palliatifs, c'était très facile de trouver du travail en soins palliatifs à Verviers. Et donc, on a vécu quelques années à Stavelot, puis à Spa, et puis on a été rappelé à Bruxelles parce que on a demandé à Bernard de reprendre la direction d'une école pour personnes déficientes intellectuelles à Bruxelles qui s'appelle La Clairière. Et donc on est reparti à Bruxelles quelques années, et voilà, c'était pas très. Moi, je préférais de loin revenir par ici. Et Bernard, lui, était originaire aussi de Bruxelles. Bernard est un vrai Bruxellois, un tout vrai Bruxellois. Et tandis que moi, je suis une Belge, une francophone de Flandre, comme on appelle ça à l'époque. Voilà. Et donc, on s'est finalement définitivement installé à Stavelot dans les années, il y a que 15 ans de ça maintenant, je crois. 15 ans. Voilà. Mais avant, il y a tout le parcours avant qui explique tous nos choix. Voilà. Et dans ton parcours, justement, tu disais que tu étais infirmière soins palliatifs de formation. Est-ce que c'était déjà une vocation à la base, du coup, d'être au soin des personnes? Alors, c'est maman qui raconte, parce que moi, je ne me souviens pas de ma naissance, évidemment. Mais il paraît que j'ai toujours dit, elle m'a toujours dit t'es née avec un voile d'infirmière sur la tête. Il paraît que très petite, je disais, moi, je serais infirmière, je voulais être missionnaire, je voulais partir en Inde, je me souviens, m'occuper des plus pauvres, ça, je me souviens. Et puis, j'ai fait mes études, comme tout le monde, et j'ai fait tout de suite l'option infirmière. Enfin, ça n'a posé aucun débat, aucun questionnement. J'étais infirmière et j'ai jamais regretté mon choix. Jamais. Mais ce qui était très important dans ma vie personnelle à moi, c'est que dans la fratrie, moi je suis le numéro 3, et quand le numéro 7 devait naître, c'était à mon tour d'être marraine. C'était les 2 plus grands qui étaient marraines des suivants, donc c'était à mon tour d'être marraine. Et en fait, mes parents ont eu un garçon avec une trisomie 21, assez profonde. Donc c'était moi qui étais marraine. Et donc j'ai tout de suite pris à cœur ce petit Vincent là, et il a orienté toute ma vie. C'est tout simple. J'ai tout.
Oui, j'ai tout consacré à Vincent, tous mes choix, tout ce que j'ai fait avant de me marier ont été orientés par lui. Ok. Et quand tu dis tes choix, qu'est-ce que... Alors, de mon métier, déjà ça. Et puis, c'est vrai que quand j'étais petite, je disais, mais je vais partir en Inde, je vais être missionnaire. Et puis, j'avais une tante religieuse dans un Sacré-Cœur, avec qui j'avais de très très bons contacts. Et elle m'a toujours dit, mais pourquoi tu veux courir si loin, t'occuper de gens fragiles et de pauvres, t'en as un juste à côté de toi. C'était mon frère, ceci bien. Et donc, je trouve que c'est intelligent, sa réflexion. Et je me suis dit, ben oui, au fond, tu as raison. Et voilà, j'ai toujours fait en sorte d'être là pour mon frère Vincent. Alors, je suis partie vivre à l'Arche pendant 2 ans en France. Ok. Mais je me souviens que j'étais tiraillée les week-ends parce que Tu voulais être là pour je Vincent. voulais être là pour mon frère. Et puis maman a commencé à fatiguer quand même, puisqu'il y en a encore eu 2 après Vincent. Donc, je voyais bien qu'elle commençait à fatiguer. Et quand je suis rentrée de l'Arche, non, au moment où je devais partir à l'Arche, Vincent est parti en institution, en hébergement, à Ciney d'abord, et ça n'allait pas du tout. Voilà, il faut se reporter à l'époque, hein. Oui, Il faut se reporter à presque encore une autre époque, 50 ans, hein. Presque 45 ans, oui. Voilà, c'était pas ce que c'est maintenant, hein. Et donc, Vincent, c'était très, très douloureux pour mes parents d'aller conduire Vincent à l'institution. Qui était là en semaine uniquement, alors. Il allait en semaine, on allait le chercher le week-end. Et donc, quand moi je suis revenue de l'Arche, j'ai dit, maman, c'est plus possible, on peut pas laisser Vincent là, tu es trop malheureuse, lui est malheureux, moi, n'en parlons pas, ça me rendait malade. Et donc, on a trouvé une institution un peu plus proche, où il s'est beaucoup mieux adapté. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, écoute, maman, moi, je vais reprendre Vincent les week-ends, puisque j'étais célibataire. J'avais un week-end sur 2 à la clinique, et ben l'autre week-end, Vincent venait. Et donc, ça n'a posé aucun problème. Et quand il venait chez moi dans mon appartement à Bruxelles, eh bien, j'allais dire bonjour aux parents. Et donc, voilà, on l'a un peu élevé à 2 finalement. C'est ça. Et très vite, maman, c'est vraiment faut dégager de la prise en charge de son enfant. Et c'est moi qui ai tout géré. J'étais administratrice des biens. Voilà, j'ai tout géré jusqu'à son décès il y a 2 ans. Donc, tu étais plus qu'une marraine, finalement, avec une sœur. Je crois que j'étais plus qu'une marraine. Mais c'est difficile d'expliquer ça, parce que quelque part, j'étais sa maman et je sais très bien que je suis pas sa maman. Mais c'est des sentiments de maman. Oui, c'est ça, c'est l'instinct maternel presque qui revient plus que l'instinct de fratrie. Tout à fait. Et c'est vraiment un attachement. Et donc, le deuil est difficile. Oui, mais c'était difficile d'en parler. Difficile, parce que c'est difficile à expliquer ce lien tellement intime, quoi. C'est ça. Voilà. Ce que j'ai admiré Je te remercie déjà, du coup, de te confier avec nous. Merci, Gauthier. Alors, ce que j'admire, c'est mon mari, qui est tombé amoureux de moi à l'époque, hein, et qui voulait vraiment m'épouser. Et moi, j'ai dit, écoute, d'accord, mais le cadeau bonus, c'est Vincent. Hein, voilà, donc on l'emmène avec nous, quoi. C'est un peu la question que j'ai à te poser justement, c'est comment est-ce qu'on construit sa vie finalement alors autour d'un frère comme ça qui est une charge, hein, finalement pour toute la famille. Bien sûr. Il faut pas édulcorer non plus, hein. Il faut pas, parce que parfois on entend dire oui, c'est merveilleux, surtout les personnes trisomiques. Oui, elles sont merveilleuses, mais c'est une charge, c'est un poids, et pour des parents, c'est un échec. On peut dire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, maman, quand j'ai épousé Bernard et qu'on a décidé quelques années après d'adopter un enfant handicapé, elle a dit, bah alors, vous choisissez ce que moi j'ai subi. Ah oui, c'est ça. Donc c'était le résumé de tout ça. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que j'admirais chez mon mari, c'est que il a accepté de prendre Vincent comme un week-end sur 2 quand même, et toute la charge que ça voulait dire. Comme un enfant pour lui aussi finalement. Finalement, oui. Et il nous a occupés jusqu'à 2 ans, même malgré nos enfants à nous. Vincent était là tout le temps. Donc
voilà, c'est l'occasion de lui dire merci. Enfin, la voix des ondes. La voix des ondes. C'est vrai que c'est important et c'est une belle preuve d'amour aussi, finalement, et c'est Oui, une preuve d'amour sur le long terme, hein, parce qu'on voilà, pourrait avoir le coup de foudre et se dire, bah oui, mais bien sûr que ton frère est le bienvenu, et puis sur le long terme, se dire, bon, maintenant tu choisis entre ton frère et moi, quoi. voilà. Oui. Il n'y a jamais eu Il n'y a ça. jamais eu ce choix, Il n'y a quoi. jamais eu ça, jamais, jamais, jamais eu ça. Donc voilà, C'est- chapeau. Chapeau, ouais. Ouais. Chapeau à tous les deux d'ailleurs, Chapeau. mais voilà, toi c'est vrai que c'était ton sang, Moi, je donc suis c'était née différent, là-dedans, quoi. je suis née dans ce Ouais. milieu-là, j'ai toujours vécu dans ce Mhm. milieu-là. Tous mes choix, donc je suis partie à l'Arche, j'ai fait partie des communautés Foi et Lumière, Mhm. dont j'étais responsable. Donc, tous mes choix ont été orientés dans ce monde-là. C'est ça. Ouais. Et, et voilà, et ça continue. Tout à fait. On est toujours dedans, quoi. Ouais. Ouais. Et donc tu rencontres enfin la personne Bernard qui va devenir ton mari. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, bon, on a quand même un peu hésité, Mhm. on a quand même beaucoup réfléchi. Surtout que je suis plus jeune, hein, il y a quand même c'est, euh, pile 12 ans de différence, donc c'est quand même, Ouais. enfin en soi ça joue pas, mais c'est quand même 12 ans. Ouais. Hein, donc je voyais bien papa qui trouvait ça un peu beaucoup quand même, Surtout à l'époque peut-être un surtout à peu. Ouais. l'époque. Hein, et voilà, finalement on a décidé de se marier. Et ben on voulait rattraper un peu le temps perdu parce que Bernard avait déjà c'était plus âgé. Moi j'avais 30 ans, ben donc il en avait 42. Ouais. Et on s'est dit ben on va se dépêcher, on va vite mettre des gosses en route. Et voilà, la nature a fait que ça n'a pas marché. Ouais. Et on a voulu suivre aucun traitement. Ok. On a tout de suite décidé, on dit ben si la nature ne veut pas, C'est respecter finalement voilà, respecter la nature. Ouais. La nature ne voulait pas. Eh bien, on s'est dit, on va orienter notre vie autrement. Enfin, c'est quand même un long processus, hein. Et donc, assez vite, on s'est dit, mais on va adopter un enfant handicapé. Ça coulait de source, quoi. Ça coulait de source. Ouais. Mais c'était aussi, on avait quand même notre âge. Mhm. On n'avait pas dépassé un peu l'âge où on peut adopter facilement. Le parcours d'adoption était déjà compliqué à l'époque. Ok. Maintenant, n'en parlons même pas. Tout à fait. Et on connaissait tellement bien le monde du handicap que qu'on ait une personne avec un handicap ou pas, pour nous, c'était vraiment tout à fait la même chose. Et donc, on s'est très vite orienté vers l'Emmanuel. Et France, ça a duré, je ne sais pas, moi, même pas 6 mois, je crois. Ah oui, oui. C'était hyper rapide. Et François est arrivé quand il avait 2 mois. Ouais. Et puis, à ce moment-là, on était, je réfléchis si on était à Spa, je crois, à ce moment-là. Je crois qu'on était à Spa. Ouais. Avant de repartir à Bruxelles. Avant de repartir à Bruxelles, oui. Donc, tu imagines tous les kilomètres qu'on faisait déjà à l'époque. Hein. Parce que Vincent, c'était à Otigny. Puis Voilà. j'étais à Spa. Et Voilà. Et moi, je faisais des soins palliatifs à domicile, donc je passais ma vie dans ma voiture. Oui. Donc, c'était folklorique, quoi. Alors, 2 ans après, on a adopté une petite fille qui était dans une pouponnière et qui avait 2 ans et donc qui aurait dû partir dans un centre d'hébergement s'il n'y avait pas de famille. Et donc on est arrivé juste à ce moment-là. Et donc elle est chez nous elle a 28 ans maintenant, depuis qu'elle a 2 ans. Donc depuis 26 ans, depuis 26 ans, elle est chez nous. Et voilà, c'est 2 frères et sœurs. Ils savent très bien qu'ils sont adoptés. Mais voilà, c'est 2 frères et sœurs. Et quelles difficultés au quotidien? Alors, la difficulté au quotidien, c'est qu'ils soient frères et sœurs adoptés ou bien non, des difficultés au quotidien de la famille, au quotidien dans la famille. Mais c'est que c'est très prenant, d'abord. Hein, et donc, comme moi, je travaillais en soins palliatifs à l'époque, j'ai essayé de tenir un petit peu le cap. Mais avec 2, c'était trop difficile d'être appelée un peu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et donc à ce moment-là, alors je me suis dit, ben je vais faire une formation pour pouvoir devenir formatrice. Et donc ça me donnait des horaires beaucoup plus normaux, beaucoup plus malléables. Et l'autre difficulté, c'est que vous avez beau avoir 2 enfants avec le même type de handicap, c'est 2 enfants différents, tout à fait différents, avec des besoins différents. Et donc, il fallait chercher la meilleure école, le meilleur endroit pour chacun. Et donc,
voilà, je pense que c'est comme n'importe quel parent qui a 2 ou 3 ou 4 enfants. À l'âge de quand l'école primaire, ou ce qu'on peut appeler l'école primaire, parce qu'ils étaient dans une école qu'on appelait avant un centre thérapeutique, à Bruxelles, qui était qui était magnifique, et qui, pour la petite histoire, mon frère avait été là quand il était petit, et mes parents avaient été à la base de la création. Donc on a un peu ça dans le sang quand même, hein, de s'engager dans toutes ces causes-là. Et donc quand il devait quitter l'école à 13 ans, en fait, on a constaté que Dania était une enfant de groupe, puisque ses références étaient 2 ans de pouponnière. Et donc c'est une enfant qui est mieux en groupe. Et donc elle est partie en internat à Namur à ce moment-là. Et donc elle partait le lundi et elle revenait le vendredi. Et en fait, ça s'est très bien passé jusqu'à ses 19 ans, où se poser la question, de même pour François, la fin de la scolarité et la recherche d'un centre de jour ou d'une ETA, ou enfin de quelque chose qui convenait pour les occuper. Et ça, c'est l'inquiétude de tous les parents. Hein, oui, on entendait justement dans l'épisode précédent, on entendait justement Bernard Lisbourg, qui est le fondateur de l'SBL Cadre. Donc je rappelle, on enregistre ici à la Cadrine justement, dans le centre de jour, et qui a été ça a été son moteur, lui a créé son SBL. C'était de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire de mes enfants une fois que l'obligation scolaire sera finie, quoi. Voilà, c'est le même moteur. C'est le même. Sinon que nous, c'est plus, il faut prévoir l'avenir. Un jour, on sera plus là. C'est ça. Et donc, il faut trouver quelque chose qui convienne aux enfants quand on ne sera plus là. Et autant s'y prendre tôt que d'attendre et qui reste à la maison des années et qui s'habitue trop à être qu'avec nous, ce qui est très confortable, évidemment. Donc, je pense que plus tôt il quitte le nid, mieux c'est. Enfin, ça, c'est dans la théorie, hein. Après, on fait ce qu'on peut. Après, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'il y a, et on sait très bien qu'il y a un manque cruel de place dans les centres d'hébergement. Et dans les environs d'ici de Stavelot, il n'y a pas tellement de choix non plus. C'est ça, hein. Et on avait quand même un peu du mal d'imaginer François et Dania dans des grosses structures. Et dans les environs ici, c'est plutôt des grosses structures. Et donc on s'est dit, mais il faudrait trouver quelque chose qui les maintienne dans leur milieu de vie, qui est Stavelot, où ils sont connus et intégrés partout dans toutes les activités de Stavelot. On voit François et Dania. Et donc on s'est dit, mais les arracher de leur milieu où ils sont tellement bien, c'est quand même, c'est dommage. C'est dommage. Donc est-ce qu'il y aurait moyen de créer quelque chose sur Stavelot? Et donc l'idée de la création d'une petite maison de vie est partie de là. Et tu parlais tout à l'heure que chaque enfant avait des besoins différents, malgré qu'ils aient un handicap tous les deux. Bernard, dans l'épisode précédent, lui expliquait que la chance qu'il avait dans son projet, et son projet qui s'est réalisé ici à la Cadrine, c'était que ces 2 enfants soient dans le même centre. Est-ce que c'était une priorité pour vous aussi, ou est-ce que justement vous préfériez que à la base qu'ils soient dans des SAJA différents ou dans des environnements différents qui leur correspondent peut-être mieux à un et pas à l'autre, quoi? C'était pas une priorité, puisque Dania avait déjà été interne. C'est ça. Donc on aurait pu reproduire le même schéma, chacun dans un centre, mais d'un autre côté, ils sont quand même très attachés l'un à l'autre. Et le projet peut convenir aux deux, mais ici dans l'avenir, si jamais on sent que c'est mieux qu'ils soient séparés, alors on les séparera. On va suivre un peu ce que la vie va nous dicter, mais c'était pas l'objectif absolu de les maintenir ensemble. Et ici, par contre, la création de la maison collective, je ne sais pas comment on appelle, maison collective? C'est une maison de vie partagée. Maison de vie partagée. Ouais. Là, le but, c'était qu'ils soient tous les deux dans cette maison, quand même, par contre. Voilà. Alors, donc, on s'est dit, mais on va essayer de trouver un emplacement dans Stavelot pour créer un peu comme un foyer de l'Arche, comme moi j'avais connu il y a 50 ans. Enfin, c'est situé où, ça, l'Arche? C'est partout dans le monde. Il y a des foyers partout dans le monde, mais le centre où ça a démarré, c'est à Trolly. En France, c'est près de Compiègne. Et là, c'est là que tu avais été, toi? C'est là que j'avais été passer 2 ans.
Et c'est magnifique. Les valeurs de l'Arche, c'est le vivre ensemble entre personnes valides et personnes différentes, et créer des petits foyers de vie à l'image d'une vie communautaire ou d'une vie familiale. Et en fait, c'est un peu ça qu'on voulait créer, parce que c'est nos valeurs. C'est vraiment ce qu'on souhaitait pour François et Dania, ou pour seulement un des deux. Et on a eu une chance inouïe, c'est que on a rencontré des sœurs qui habitaient une grande maison à Stavelot, une grande maison, une belle propriété au centre de Stavelot. Et c'est les sœurs Notre-Dame-des-Anges qui ont l'hôpital psychiatrique de Glin à Liège, au-dessus de Liège. Et elles avaient une petite communauté sur Stavelot pour s'occuper de la maison de repos de Stavelot et de la vie paroissiale. Et elles devaient quitter parce il ne restait plus que 2 sœurs âgées dans la maison. Et donc, elles avaient décidé de réintégrer la communauté générale à Liège. Et donc, elles allaient quitter cette maison. Et on a appris, mais c'est des hasards, ou on appellera ça comme on veut, mais on a appris par hasard qu'elles allaient quitter. Et donc, on s'est précipité d'aller sonner chez elles et demander quelles étaient leurs intentions. Et alors, elles ont dit, mais il faut aller parler avec la mairie générale à Liège. Donc, on est parti à Liège, on a rencontré la supérieure, et on leur a expliqué notre idée, notre projet, qui était déjà bien dessiné dans notre tête, bien fixé. Il y avait déjà des documents. Et elles ont dit, mais c'est vraiment un projet qui rejoint nos valeurs à nous. Elle, d'abord, c'est la vie, c'est un projet chrétien. C'est au service des plus pauvres, et des plus démunis. Elle, c'est plutôt la maladie mentale. Nous, c'est plutôt le handicap mental. C'est la vie franciscaine qui est vraiment notre spiritualité à nous, la vie proche des petits et proche de la nature. Donc, tout coïncidait. Et alors, elles nous ont dit, écoutez, vous nous faites changer d'avis parce qu'elles allaient vendre. Et je pense qu'elles allaient pouvoir très très bien vendre, parce qu'une belle maison de maître en plein centre de Stavelot, avec un grand jardin. Ça vaut de l'argent. Je pense que ça valait beaucoup d'argent. Et donc, elles nous ont dit, écoutez, faites votre projet. Si ça marche, vous avez la maison. Et si ça marche pas, on vendra. Et donc, on s'est dit, voilà, on était déjà très, très, très impressionnés. Et donc, très vite, on s'est dit, mais maintenant, il faut se mettre en ASBL, parce que un projet comme ça... Jusque-là, vous n'étiez pas en ASBL. On n'était pas encore en ASBL, il y avait 3-4 personnes autour de nous qui s'intéressaient au projet, mais on n'avait pas encore créé d'ASBL. Et puis, le Covid est arrivé. Et donc, tout était arrêté. Mais on a continué à entretenir cette maison, à la faire vivre. On avait créé un petit groupe de prières qui se retrouvait tous les lundis. On a continué, on a pu tricher d'ailleurs. Pendant la période Covid, on a continué, on a maintenu. Et puis, dès que le Covid a été fini et qu'on a pu continuer à revoir des gens, on a été voir plusieurs ASBL et on a créé notre ASBL. Donc, l'ASBL date de 2021. Donc juste après le Covid. Juste après le Covid. Et dès qu'on a été mis en ASBL, ça a démarré. Les choses ont été vraiment très, très vite, parce qu'on avait un statut. Et donc, ce qu'on a obtenu avec les sœurs, donc on a un accord, on a un bail amphithéotique. Et donc, ce bâtiment ne nous coûte rien. Il vous appartient pas, il reste la propriété des sœurs. Voilà. Mais vous l'exploitez. On l'exploite, on a l'entretien, on a les frais et tout, mais on n'a pas d'emprunt, on n'a pas de loyer. Donc, c'est impressionnant. C'est vraiment... C'est un beau don aussi c'est incroyable. de ces sœurs. C'est incroyable. Incroyable leur générosité et leur foi dans le projet. Alors maintenant, c'est les débuts, c'est quand même pas très facile. Comme tout ASBL qui naît, finalement. Qui démarre, voilà, on avance, c'est erreur. Et alors l'idée donc d'une maison de vie partagée, en fait, c'est vraiment de faire une colocation solidaire, de trouver des locataires valides qui sont prêts à avoir une location partagée, un petit loyer, mais en sachant qu'ils vivent une vie de colocation avec des personnes qui ont une déficience. Et donc on en a trouvé, mais c'est pas très facile à trouver, et des gens qui vraiment s'engagent sur le long terme. C'est ça. Il faut presque déjà avoir une vocation, à mon avis, à la base, ou une prédomination, en tout cas, au social. Je pense. L'époque a changé, on n'est plus...
on est dans une société beaucoup plus individualiste. Hein. Et donc, le bénévolat est déjà très compliqué. Déjà, trouver des bénévoles et fidéliser des bénévoles, c'est extrêmement compliqué. Donc, trouver des gens qui s'engagent en quelque chose à long terme, c'est compliqué. En plus, votre projet va vraiment par contre, à contrario, dans l'idée de la région wallonne, puisque la région wallonne a vraiment ses projets kangourous aussi, hein, donc de vie intergénérationnelle. Alors pas avec la personne porteuse de handicap forcément, mais en tout cas avec par exemple la personne plus âgée. Donc ça rejoint en plus l'idée de la région wallonne. Tout à fait. Donc on n'a eu aucun souci, aucun souci. Plutôt la province nous soutient par exemple, la commune nous a soutenus tout de suite, mais on n'a pas voulu entamer des démarches avec la VIC tout de suite. Pour une question d'abord de rapidité, pour pouvoir se mettre en route tout de suite, et on se dit essayons de fonctionner sur fonds propres quelques années, et probablement que la VIC viendra voir, va suivre, ils le sauront de toute façon s'ils ne le savent pas déjà, ils viendront voir. L'idéal ce serait d'avoir un service d'accompagnement qui nous soutienne. Mais là, de nouveau, le service d'accompagnement qui est régional ici, d'abord est déjà débordé de dossiers. Ça n'aide pas. Et ce qui n'aide pas du tout, c'est que un service d'accompagnement, c'est un accompagnement pour une personne et pas pour un groupe. Et donc, ici, on aura un groupe. Voilà, donc on devrait ici introduire 2, 3, 4, 5 dossiers en fonction du nombre de personnes déficientes qui sont dans la maison. Et on a le même problème avec les aides familiales. On aurait voulu avoir des aides familiales, on ne peut pas. Parce que on est dans une... Donc, il y a des choses à revoir au niveau fédéral, au niveau politique, par rapport aux aides familiales, par rapport aux aides ménagères, par rapport aux infirmiers, et par rapport aux services d'accompagnement, parce que il y aura de plus en plus d'habitats groupés. Et comme je dis, c'est ce que la région wallonne veut en plus, donc il faut qu'elle adapte aussi. Elle doit adapter sa politique avec sa politique. Il faut qu'elle soit cohérente avec elle-même. Ça doit être cohérent. Et c'est très bien parce que dans un des prochains épisodes, on va inviter des représentants politiques, notamment locaux. Je ne vais pas encore citer les noms parce que je ne suis pas encore sûr desquels. Mais en tout cas, voilà, on aura l'occasion aussi de leur parler de cette détresse, puisque tous les centres, de toute façon, tous les ASBL dans le social, en tout cas, ont des besoins et ont des problématiques, alors différentes l'une de l'autre, mais oui, en fonction des projets, mais je crois qu'on est tous dans les mêmes difficultés. C'est ça, tout à fait. Et je pense que si on pouvait payer un éducateur, je pense qu'on trouverait un locataire plus facilement. Parce qu'il ne devrait pas faire ce rôle presque d'éducateur, qu'actuellement il a presque aussi ce rôle d'accompagnant. En fin de journée, ceux qui vivent là, ils ont quand même un accompagnement à faire, mais on ne veut pas que ce soit avec ce soit comme un centre d'hébergement. On veut que ce soit vraiment de vivre avec et pas le faire pour. C'est vivre en même temps. Alors effectivement, les deux qui sont là actuellement demandent un petit accompagnement supplémentaire, mais on a une troisième personne qui va arriver prochainement, qui est beaucoup plus autonome. Mais donc, il faut apprendre à vivre ensemble, il faut faire des repas ensemble, il faut partager les soirées ensemble. Mais le temps avec eux n'est pas très long. Non, finalement, c'est l'après-journée, les week-ends peut-être. Oui. Pour l'instant, il n'y a même pas de week-end. Pour l'instant, il n'y a pas de week-end parce qu'on a convenu que les personnes qui ont une déficience, qui demandent un accompagnement un peu plus important, rentrent en week-end en famille. Et de toute façon, je pense que des parents qui auraient ce projet-là pour leur enfant ne vont pas dire mon enfant ne rentre plus. Il faut qu'il rentre le week-end. Et je vois François et Dania, ils ne s'imaginent pas ne pas rentrer en week-end. Alors petit à petit, oui, on va essayer d'avoir des activités le week-end et que petit à petit, ça devienne vraiment leur maison. Et comme ça, le jour où on n'est plus là, ça ne posera pas de problème. Oui, c'est ça, c'est préparer l'avenir de nouveau. Voilà, Alors, à plus longue échéance que ce que Bernard voyait, lui, Bernard Lisbourg voyait, lui, dans le précédent épisode, où c'était juste après la scolarité, même si la problématique était quand même là pour vous. La problématique est la même, hein. C'est la même, mais vous, c'est plutôt à long terme. C'est quand on ne sera plus là, il faut qu'il puisse être autonome et vivre. C'était vraiment l'objectif de la création de cette ASBL. C'est pérenniser et préparer l'avenir. Parce qu'on n'est pas éternel. Voilà, chaque parcours, en tout cas, une vie parsemée de plein de choses, finalement, qui ont été riches, qui t'ont apporté, je pense aussi, qui tu es maintenant, et qui ont permis de créer ces projets. Oui, une belle vie qui n'est pas finie, j'espère, loin d'être finie,
et avec aucun regret. Mhm. Aucun regret, malgré les coups durs, aucun regret. Ça, c'est Une belle vie, quoi. avec un amour Ouais, qui est là depuis le début, qui soutient depuis le début et voilà. qui vous apportait aussi, à mon avis, dans vos projets. Oui, oui. Parce que vous étiez toujours finalement soudés. Enfin, je Voilà, pense, oui. si j'entends bien en tout cas. Oui, je pense qu'on forme un bon couple, une bonne équipe. bonne Ouais. équipe Ouais. Et d'ailleurs, des projets qui portent, et quand on crée un projet comme une ASBL, tu as eu l'occasion d'être dans plusieurs, tu nous as parlé principalement de la dernière expérience d'ASBL, mais tu as eu l'occasion dans toute ta vie de faire partie de plein je pense, d'associations d'ASBL, de projets. Qu'est-ce qui est important finalement pour créer une ASBL, pour monter un projet, quoi? Je pense qu'il faut d'abord être fou. C'est la première chose. Parce qu'il faut oser se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, il faut oser se lancer un peu sans filet. C'est ça. Et donc, je pense qu'il est très important d'être très bien entouré. Déjà, peut-être par une famille derrière, ou par un conjoint, ou par des amis, mais il faut être entouré, ou sinon, alors on risque la folie. La vraie folie. La vraie folie. Et puis se faire entourer, quand on crée la SBL, on doit se faire entourer de gens qui ont des compétences, parce qu'on forcément on n'a pas toutes les compétences. Hein. Et donc il faut vraiment, en tout cas, des gens qui ont une compétence juridique, des gens qui ont une compétence comptable. Ça, c'est un minima. C'est de plus en plus strict en plus là, au niveau des SBL. Oui. Et puis il faut, je pense, être d'une droiture sans faille, d'une honnêteté sans faille, parce que c'est un bien commun. Une ASBL est un bien commun, et donc on fait pas n'importe quoi. Et donc il faut être très sérieux. Donc on doit être sûr des gens qu'on engage, mais il faut garder cet esprit de folie il faut oser. Il faut vraiment oser. On pourrait peut-être comparer avec un sportif de haut niveau, qui doit il est fou, il ose, et il dépasse tout le temps, il dépasse ses limites. Mais pour ça, il faut être très très bien entouré. Okay. Dans les prochains épisodes, on va justement accueillir aussi un comptable et un juriste qui vont un peu nous parler des obligations à la création d'une ASBL et aussi les obligations qui restent présentes dans la vie de l'ASBL. Puisque il y a des nouveautés toujours qui se passent. On a vécu il y a 2-3 ans, 4 ans maintenant d'ailleurs, la nouvelle législation qui associe les ASBL aux entreprises, où il y a de plus en plus de responsabilités aussi pour les administrateurs. Et finalement, quand un administrateur d'une entreprise crée son entreprise et puis l'entreprise prolifère, il y a certains bénéfices qui est rendu, bénéfice argent. Là, on demande la même chose maintenant aux administrateurs d'une association sans avoir ce bénéfice argent. Donc c'est un double investissement presque, l'investissement de sa vie en dehors de son boulot, puis l'investissement risque aussi. Et une des difficultés qu'on rencontre, c'est une question d'âge et de génération. Les jeunes actuellement, enfin, ça ne veut pas dire que nous on n'a pas travaillé, hein. mais je pense qu'ils ont une vie beaucoup plus trépidante que la nôtre, et avec peu de possibilités de faire autre chose. Et si on veut jouer son rôle à plein comme administrateur dans une ASBL, c'est beaucoup de temps aussi. Et du temps gratuit. Et donc, finalement, c'est exigeant. C'est très exigeant. Et donc, il faut trouver. Et je pense que toutes les ASBL sont en train de chercher des administrateurs et des bénévoles. Voilà, mais il faut continuer à y croire, sinon on abandonne. Et on va recevoir aussi, plutôt dans la fin de l'année, mais des administrateurs de jeunesse de village. Parce que les jeunesses de village sont principalement des ASBL aussi. Et donc, on a tout un autre volet là du coup, mais une autre motivation peut-être, ou parfois on a un peu l'impression que c'est jamais qu'une jeunesse de village, donc on peut faire un peu ce qu'on veut, et on se rend compte que de moins en moins, donc on aura aussi ces gens qu'on va pouvoir interviewer. C'est intéressant. C'est la fin de l'année. En tout cas, je te remercie d'être venu, d'avoir partagé toutes ces choses avec nous. Je ne sais pas, un petit mot de la fin peut-être? J'aime beaucoup Saint-François, donc je vais saluer tout le monde en disant ce que lui disait toujours en saluant les gens. Il disait pace et bene, la paix et le bon pour chacun. Voilà. Avec plaisir, et on te le rend aussi évidemment. Merci beaucoup. Merci Gauthier. Suivez-nous sur toutes les plateformes podcast pour entendre les prochains épisodes du Café Solidaire. À bientôt.